Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le 20h de Tri TV. Voici les titres de ce vendredi 18 juin. Hajj 2021, le pèlerinage annulé pour les Burkinabés et les non-résidents en Arabie Saoudite. Les raisons avancées sont d'ordre sanitaire. Le ministre Clément Sawadogo dit prendre acte de cette décision de l'Arabie Saoudite et s'en tenir à cela. Lancement officiel à ce jour de la campagne de promotion du Salon international du coton et du textile à Sikot à Koudougou. C'est le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat lui-même qui a procédé au lancement de cette activité qui valorise le coton burkinabé. Et puis dans ce journal, nous irons aux États-Unis où le président Joe Biden a décrété un jour férié pour marquer la fin de l'esclavage. Ce jour est le 19 juin. Tous les détails en fin d'édition. Pas de Hajj cette année non plus pour les pèlerins du Burkina Faso. La pandémie du Covid-19 aura été plus forte. Le ministre burkinabé en charge des cultes a officiellement pris acte de la décision du gouvernement saoudien d'annuler le Hajj pour les pèlerins étrangers compte tenu de la pandémie. Il invite l'ensemble des acteurs impliqués dans l'organisation du Hajj au Burkina Faso à s'en tenir à cette décision. La conférence de presse animée par le ministre Clément Sawadogo a eu lieu aujourd'hui. Maxime Jean-Eudes de Bambara vous en dit davantage. C'est une conférence de presse qui vient confirmer, si besoin en était encore, l'annulation du Hajj 2021 pour les pèlerins musulmans. L'information avait été donnée au dernier Conseil des ministres et le ministre en charge des cultes prend officiellement acte à travers cette sortie médiatique de la décision du gouvernement saoudien. On comprend aussi que c'était une décision difficile à prendre au regard de ce que le Hajj représente pour le monde musulman et même pour ce pays. Je pense que c'était dans l'espoir de donner toutes les chances à la tenue effective du Hajj 2021 que le royaume saoudien a certainement attendu jusqu'au dernier moment avant de procéder à son annulation. C'est une décision souveraine du gouvernement saoudien et le Burkina Faso ne peut qu'en prendre acte. Je voudrais donc, à travers cette conférence de presse, annoncer officiellement l'annulation du Hajj 2021 pour le Burkina Faso. La principale raison qui a motivé l'annulation du Hajj pour les pèlerins étrangers reste la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19, à laquelle l'Arabie Saoudite, comme d'autres pays du monde, est toujours confrontée. Mais quel est le sort réservé aux pèlerins burkinabés qui ont déjà engagé des frais pour ce Hajj? Que ce soit en 2020 ou en 2021, le pèlerin qui a payé son argent à l'agence conserve son droit de pouvoir effectuer son pèlerinage ou alors d'être remboursé par l'agence. C'est un droit inaliénable et je pense que toutes les agences sont au courant de cela. D'ailleurs, c'est pour éviter qu'il n'y ait des problèmes, des contestations, des contentieux interminables que dans les textes, on a exigé que les agences paient des cautions pour que des banques garantissent leurs opérations au cas où. Si le pèlerin est décédé, ses ayants droit, en principe, peuvent récupérer ce qu'ils devaient. Donc, je pense que là aussi, il n'y a pas matière à discussion. Les pèlerins devront donc prendre leur mal en patience en attendant une maîtrise totale de cette maladie pour pouvoir accomplir le 5e pilier de l'islam. Clément Sawadogo invite donc l'ensemble des acteurs impliqués dans l'organisation du pèlerinage à s'en tenir à la décision du gouvernement saoudien, quoique difficile. Dégradation des bâtiments publics, nous en parlons. Les ministres chargés de l'éducation nationale et de l'urbanisme ont animé un point de presse hier dans lequel ils sont revenus sur l'effondrement des écoles sur l'ensemble du territoire national. Le professeur Stanislas Waro a fait l'état des lieux des infrastructures endommagées. Il s'est attardé sur les causes probables des déprédations de ces bâtiments avant d'émettre des perspectives. Mamidriana Kamabou et Abakar Mahamat.
110, c'est le nombre d'infrastructures scolaires endommagées par les intempéries sur l'ensemble du territoire national à la date du 14 juin 2021. La mauvaise qualité, la mauvaise implantation, le non-respect de la réglementation, le manque de suivi-contrôle lors des travaux de construction, voilà entre autres les causes avancées par les ministres en charge de l'éducation nationale et de l'urbanisme pour expliquer cette situation. En plus de ces causes, le professeur Stanislas Ouaro a évoqué d'autres raisons. Il y a le laxisme, il y a la corruption, certainement, il y a la complicité. Parce que moi, il m'est revenu effectivement que certaines entreprises de construction disposent aussi de structures de contrôle. Naturellement, ce n'est pas sous les mêmes noms et ça n'appartient pas physiquement sur les papiers à la même personne, mais apparemment c'est pour les mêmes personnes. Imaginez qu'une structure de contrôle et l'entreprise soient pour la même personne, sans qu'on ne le sache parce qu'ils ne vont pas naturellement le mettre sous le même nom et qu'ils se retrouvent sur un même chantier. Donc, si les personnes n'ont pas le sens vraiment de la responsabilité, ça peut aussi poser des problèmes. Parmi les infrastructures endommagées, ce sont celles ayant une durée de vie de moins de 20 ans qui constituent le plus grand nombre. Elles représentent 65% du nombre total, soit 72 ouvrages sur 110 recensés. Selon le ministre de l'Éducation nationale, des mesures seront prises afin d'éviter cette situation dans l'avenir. D'autres actions devraient être envisagées, des possibilités éventuelles de sanctions, peut-être aussi, donc regarder les procédures aussi de passation des marchés. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des défaillances à ce niveau? En tout cas, il y a un ensemble de choses. Ce qui est sûr, c'est que le gouvernement a instruit donc les ministres concernés, et en particulier le ministre en charge donc de l'urbanisme, à ce qu'on puisse travailler, à faire un rapport sur des perspectives donc pour améliorer et éventuellement prendre des sanctions le cas échéant contre des entreprises ou des structures de contrôle donc, qui se montreraient complaisantes face donc, à cette situation qui se présente. Au regard de la situation, le MENA-PELN s'attelle à renforcer les compétences des structures déconcentrées par la mise à leur disposition de techniciens en bâtiment identifiés à son sein pour la supervision-contrôle des travaux de construction. Il est également envisagé la généralisation du suivi citoyen à travers l'implication de communautés locales bénéficiaires dans le suivi de la réalisation des infrastructures scolaires. Il s'est ouvert dans la matinée de ce vendredi 18 juin à Ouagadougou un atelier national de validation du rapport sur l'état des lieux de l'hygiène menstruelle en milieu scolaire au Burkina Faso. Un moment de réflexion pour tous les acteurs intervenant dans le secteur de l'éducation. Reportage de Ami Valiant, commenté par Mamidriana Kamabou. La problématique de l'hygiène en général et celle de menstruer en milieu scolaire constitue un véritable défi pour le système éducatif. C'est ainsi que le ministère de l'Éducation nationale s'est engagé depuis 2013 avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers à mener des réflexions. Il s'est agi de dérouler une recherche-action sur l'hygiène des menstrues en milieu scolaire au Burkina Faso. À cet atelier, les participants vont donc faire l'état de lieu de la gestion de l'hygiène des menstrues en milieu scolaire. Bon, d'abord, il faut dire qu'au niveau de l'éducation, il est déjà très important pour nous que la jeune fille participe à l'école. Et cette fille, en participant, en fréquentant dans l'école, en se maintenant et en vue de sa réussite, elle a besoin d'être dans des conditions psychologiques, morales et vraiment équilibrées pour pouvoir travailler. Alors, quand nous parlons de gestion des menstrues, vous savez que les périodes menstruelles sont assez difficiles pour certaines filles et compte tenu donc les risques de se retrouver tachées ou en tout cas incommodées au cours de l'éducation, certaines abandonnent leur scolarité. Donc l'importance vraiment est de taille parce que il faut que la fille puisse être à l'aise, qu'elle puisse vraiment évoluer librement et vraiment réussir son éducation. C'est la raison pour laquelle nous mettons vraiment l'accent sur cette gestion hygiénique-là.
Ainsi, la mise en œuvre des recommandations issues de la recherche-action va se traduire par le développement d'outils de communication, par la gestion de l'hygiène menstruelle et aussi la mise en œuvre de plusieurs programmes avec la participation des partenaires. Bon, ce qui change dans les écoles, vous avez déjà des infrastructures, vous avez des toilettes adéquates, vous avez un appui donc en matériel de protection pour qu'elle ne court pas le risque donc de se tacher dans la cour de l'école et d'être incommodée. C'est-à-dire quand la jeune fille sait qu'elle est suffisamment protégée et qu'elle peut évoluer librement et vraiment elle est déjà dans un état psychologique où elle peut suivre ses cours sans vraiment être dérangée. Donc c'est très important pour nous cela parce que comme je l'ai dit tantôt, il faut un équilibre mental vraiment psychologique pour pouvoir participer pleinement et réussir sa scolarité. La capitalisation des interventions GHM vise donc à cartographier les acteurs et actrices, leurs zones d'intervention, les structures éducatives bénéficiaires des actions de promotion de la GHM, et aussi à documenter les bonnes pratiques, les expériences et à mesurer leur impact. Le présent atelier national de validation du rapport sur l'état de lieu des interventions sur la GHM au Burkina Faso est une suite logique de la série des ateliers régionaux. L'Office national d'identification ONI a initié un plateau d'échange ce vendredi 18 juin avec les acteurs de la chaîne de production des documents de l'état civil et de l'identification dans la province du Soum. Cette rencontre est relative au processus de mise en œuvre du projet Une personne déplacée, une carte nationale d'identification burkinabé. Ce rendez-vous a aussi permis aux différents acteurs de situer les responsabilités afin de dégager une feuille de route commune et consensuelle. Sanata Siri. Les personnes déplacées internes sont confrontées à des difficultés liées à la délivrance des actes d'état civil, limitant ainsi leur mouvement. C'est au regard de ces difficultés que l'Office national d'identification ONI veut, à travers son projet dénommé Une PDI, une CNIB, donner l'opportunité à ces personnes déplacées, notamment ceux de la province du Soum, de se procurer un document d'identité. Cette rencontre initiée par l'ONU se veut donc un cadre d'échange sur le rôle de chaque acteur intervenant dans la chaîne de l'état civil et de l'identification, ce afin de clarifier les attributions et dégager une feuille de route commune. Même lorsqu'elle possède l'acte de naissance, l'absence de concertation entre les acteurs qui a entraîné la réfaction de certains actes de naissance conduit à un blocage dans le processus de délivrance de la carte nationale d'identité. Parce que le principe d'unicité de l'individu fait que lorsqu'une personne est déjà enregistrée dans la base de données, si la même personne revient avec des données différentes, elle est automatiquement bloquée. Nous avons entamé le processus il y a plus d'un mois avec l'ensemble des autorités du Soum, qui est particulièrement concerné par cette question des PDI et des documents d'état civil, pour voir comment nous allons définir un processus, un process consensuel entre ceux qui sont chargés de délivrer les actes de naissance pour qu'on définisse ensemble comment on fait pour que dans un premier temps, ces personnes aient des actes d'état civil fiables et ensuite des cartes nationales d'identité fiables pour mener les actes de la vie civile. Pour le haut-commissaire de la province du Soum, cette initiative vient à point nommé du moment où elle va faciliter le processus de délivrance des cartes nationales d'identité burkinabé au profit des déplacés internes de sa province. Ce projet, je dirais, est la bienvenue. Comme le DG disait, ça fait depuis 2016, nous sommes confrontés à des documents d'état civil. Il y a des personnes déplacées internes qui ne possèdent pas des actes de naissance, qui ne possèdent pas des cartes nationales d'identité burkinabé. Ça fait que leur mouvement est très difficile. Mais si on arrive à mettre en œuvre ce projet, ça va permettre à ces personnes de procurer de l'ensemble de ces documents, tels que les actes de naissance, tels que la carte nationale d'identité burkinabé. La province du Soum compte au total 9 communes, avec plus de 200 000 déplacés internes répartis dans 3 sites d'accueil, à savoir le site de Djibo, celui de Kelbo et d'Arbinda. La rencontre, faut-il le rappeler, a réuni entre autres les préfets des départements, les autorités judiciaires, le haut-commissaire et les maires des différentes communes de la province du Soum.
Et c'est parti pour le Salon international du coton et du textile SICOT, prévu se tenir du 27 au 28 janvier 2022 à Koudougou. Le lancement de cette troisième édition a eu lieu ce 18 juin à Koudougou, toujours donc dans la cité du Cavalier Rouge. Le ministre en charge du commerce ainsi que les différents acteurs de la filière étaient présents à cette cérémonie de lancement. Notre reporter Fatimata Ninkiema également. Voici son compte-rendu. Après la première et la deuxième édition en 2018 et 2020, la troisième édition du Salon international du coton et du textile SICOT, qui s'annonce, présente déjà de grands défis. Initié dans le but de booster la transformation du coton au Burkina Faso, le lancement de cette nouvelle édition à 6 mois du salon a tout son sens, selon le ministre en charge du commerce et de l'artisanat, Aruna Kabori. Nous allons dès aujourd'hui donc ouvrir la plateforme d'inscription en ligne. Les gens pourront donc s'inscrire en ligne et préciser donc leur centre d'intérêt et bien entendu découvrir quelle est la composition donc, du kit pour participer déjà pendant les 6 mois pour qu'on comprenne très bien les différents besoins, les questions qu'on doit traiter et puis régler les questions donc, de logistique. C'est aussi des campagnes d'affichage un peu partout. C'est aussi donc des missions dans différents pays producteurs donc, du coton, mais c'est un travail avec les différents partenaires techniques qui accompagnent donc la filière. Le SICOT, ce cadre de réflexion et de rencontre d'échange entre acteurs de la chaîne de valeur du coton textile, enregistre pour cette nouvelle édition des innovations. Il s'agit de la mise en place de plus de cadres de valorisation au profit des acteurs du domaine. Dans un premier temps, ce SICOT va nous permettre de créer des cadres pour près de 1500 invités dans un format mixte qui alliera le présentiel et le virtuel pour prendre en compte le contexte particulier dans lequel cette troisième édition se tient. En deuxième lieu, nous avons travaillé avec l'ensemble des partenaires du SICOT à offrir des cadres de partage d'expériences entre investisseurs modèles dans le secteur du coton textile et le monde estudiantin. Le lancement de la troisième édition du SICOT a également servi de cadre pour dévoiler son visuel. Une image qui laisse apercevoir les différentes étapes de la production et de la transformation du coton sur le sol burkinabé. Cette troisième édition se tiendra du 27 au 28 janvier 2022 à Koudougou sous le thème « Transformation locale du coton, quel modèle d'industrialisation pour l'Afrique » dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. L'association Action pour un développement durable et holistique a organisé ce jeudi une course cycliste au profit de quelques élèves de la ville de Ouagadougou. Cette initiative vise à contribuer à la préparation de la relève dans cette discipline sportive. C'est le boulevard Charles de Gaulle qui a constitué les kilomètres à parcourir. Assami Touré et Ami Valiant. Pour cette 4e édition, ils étaient au total 35 élèves garçons et filles issus d'une dizaine d'écoles primaires à prendre le départ pour une distance de 1,8 km. Chez les filles, Marie Nina Sambolgo, élève en classe de CM1 à l'école d'Agnoé B, arrive première. Elle a été suivie par Oumoul Koulsoum Sanfo et Mamounata Bougouma. Au niveau des garçons, Aristide Bagamzare est fait premier après avoir dominé toute la course. Objectif atteint donc pour les organisateurs. Vu que notre pays est une plaque tournante du cyclisme, nous avons eu l'idée de mener cette activité pour faire une relève des coureurs pour notre pays, le Burkina Faso. Et je vois que ces élèves ont pris goût et s'intéressent. Nous espérons que cela fera un avenir pour le cyclisme dans notre pays. Vraiment, je dis que les enfants, les élèves ont été super. Vraiment, ils sont à féliciter parce qu'ils avaient déjà cette volonté. Donc, avec cette volonté, on a eu une belle course. Organisée en collaboration avec la Fédération burkinabé de cyclisme, cette initiative a été saluée à sa juste valeur. Pour le secrétaire général adjoint, les différents arrondissements doivent initier ce type de compétition en vue de permettre à la fédération de pouvoir détecter des talents. Oui, en tout cas, moi, ce matin, je suis très content parce que je sens qu'il y a une relève. Surtout si beaucoup d'arrondissements prenaient ces initiatives-là,
à regrouper des écoles de leur arrondissement. Vraiment, ça va nous pousser. Et ce matin, bon, ça, je peux dire que c'est la 4e édition, bon, mais ils sont en train de recommencer et nous allons les soutenir dans ce sens. C'est là que le président de la fédération m'a dépêché de venir le porter assistance technique. Et c'est là que vous avez vu qu'ensemble nous avons essayé de travailler. Les gens étaient très contents. C'est la petite catégorie. Voilà. Et surtout celle qui a été première, le président même m'a chargé personnellement de rentrer en contact avec elle. Sauf qu'elle était très contente qu'elle est partie rapidement avec ses cadeaux. Un vélo, du riz, etc., des kits. Vraiment, ça ne se gagne pas tous les jours. Donc surtout, je pense que elle, ses vacances débutent déjà bien. Et voilà. Les 5 meilleurs dans chaque catégorie ont été récompensés en nature, composés de kits scolaires, de vivres et de montures. L'association ne compte pas s'arrêter de si bon chemin. Rendez-vous est donné pour la prochaine édition. Et nous restons dans le sport pour nous intéresser maintenant à 2 sportifs vivant avec un handicap. Vous serez étonnés de savoir, mais surtout de voir que leur handicap n'entache en rien leur carrière sportive. Victorine Guissou est lanceuse de poids. Elle réside à Koudougou. Elle est la meilleure dans cette discipline. Quant à Ferdinand Compaoré, lui excelle en 100 mètres à vitesse et 1500 mètres à endurance. Les 2 compétiteurs sont invités aux Jeux paralympiques de Tokyo. Zoom sur ces 2 fiertés du Burkina Faso avec Assami Tiemtori. Le sport pour personnes handicapées était jusque-là méconnu ou négligé par le public sportif. Mais avec les multiples participations aux compétitions, les visions ont changé. Parmi les sportifs vivant avec un handicap, 2 personnes se distinguent pour le moment à travers leurs performances. Il s'agit de Victorine Guissou et Ferdinand Compaoré. Tous les 2 sont arrivés dans le sport par passion. Moi, je peux vous dire que j'ai commencé le sport, ça vaut 22 ans aujourd'hui. Moi, je faisais tricycle avec fauteuil roulant. Et dans les 2 années passées, j'ai vu que nos vélos ne sont pas adaptés pour aller compétir à l'extérieur. Voilà pourquoi j'ai préféré changer de discipline en faisant le javelot et le poids. J'ai commencé en 2015 au Stade ici. Mais au commencement, je rentrais 2e. Voilà, mais maintenant depuis 2016, comme ça là, moi je suis premier dans les 100 mètres. Moi je fais ça sans problème. Je fais sans problème. Je suis malvoyant. Mais en 100 mètres comme ça, souvent on me bande les yeux. Et puis il y a un guide à côté qui te guide. Et puis vous avancez seulement. Avec mon handicap, moi il n'y a pas de dérangement. Je fais comme les valides seulement. Victorine Guissou, la plus expérimentée des filles, remporte une médaille de bronze aux Jeux paralympiques de Rabat et une autre aux Jeux pour personnes handicapées de Tunis. Ses ambitions après cette expérience sont énormes. Moi, mon ambition aujourd'hui, c'est que en faisant le sport même aujourd'hui, ça fait du bien même pour le corps. En plus, tu es handicapé et si tu arrives à sortir, tu oublies même ton handicap. Ferdinand a également participé aux Jeux de Tunis. Même si le jeune sprinter n'a pas ramené de médaille, il acquiert de l'expérience. Ce qu'on fait ici là même, c'est carrément différent à l'international. Parce que ici, il n'y a pas de starting block, on court comme ça. Mais là-bas, et puis souvent, il parle de l'anglais. Voilà, donc ça veut dire que comme je n'avais pas de l'expérience, mais quand je suis allé, j'ai été 3 et 4e, je n'avais pas de l'expérience. Il parle en anglais. Donc, vraiment, j'avais des difficultés pour démarrer là. En fait, je suis décollé en retard. Donc, c'est ce qui fait que je suis rentré en 4e position. Les 2 compétiteurs burkinabés représenteront la nation aux Jeux paralympiques de Tokyo. Malgré le manque d'entraînement et de moyens financiers, ils espèrent faire une bonne participation. Déjà, pour le championnat national, Victorine termine première au lancer de poids avec un jet de 6,26 m, une performance qu'elle enregistre pour la première fois. Ferdinand, lui, remporte l'épreuve de 100 mètres, mais arrive 2e aux 1500 mètres. La volonté et l'ambition y sont, mais c'est sans oublier que pour y arriver, il faut réunir les conditions, des difficultés qui freinent un tant soit peu l'élan de ces athlètes. Car cela ne tienne, avec le courage des 2 représentants, on espère avoir une bonne participation. Et ce qui est sûr,
les athlètes que nous préparons, nous pensons qu'ils pourront relever un défi parce que chez nous, ce n'est pas pour aller chercher des médailles vu les conditions d'entraînement, d'encadrement et de tout ce qui est lié à la performance. Nous ne pouvons pas rivaliser avec les autres pays, les pays européens. Pour nos athlètes, mais nous pensons que ce ne sont pas des gens qui vont aller faire la figuration. Devenu l'espoir du Burkina Faso dans le sport pour personnes handicapées, le rêve de ces sportifs est d'atteindre le haut niveau et chanter l'hymne national lors des grandes compétitions. Mais voilà, deux bels exemples de courage. En tout cas, bon vent à eux. Et puis, vous l'avez entendu en titre, le 19 juin, désormais férié aux États-Unis. Le président américain Joe Biden a promulgué jeudi une loi créant un nouveau jour férié fédéral pour commémorer l'émancipation des derniers esclaves au Texas. Il y a de cela 156 ans, c'était précisément le 19 juin 1865. Un texte voté à l'unanimité par le Sénat. Un nouveau jour férié aux États-Unis le 19 juin. Joe Biden entend ainsi commémorer la fin de l'esclavage. C'était il y a 156 ans au Texas. Pour le président américain, l'esclavage officiellement aboli en 1865 est le péché originel de l'Amérique. Il entend faire de cette date une journée pour célébrer les progrès accomplis. Mais dit-il, le chemin est encore long pour tenir la promesse de l'égalité raciale. Fait rare, le Sénat a approuvé à l'unanimité le texte consacrant cette journée. Alors que nous commémorons l'histoire du 19 juin, comme nous l'avons fait il y a quelques semaines à peine, avec l'histoire du massacre raciste de Tulsa, nous devons apprendre de notre histoire. Et nous devons enseigner notre histoire à nos enfants, car elle fait partie de notre histoire en tant que nation. Depuis la mort de George Floyd, le pays s'est penché sur son passé esclavagiste. Joe Biden soutient ainsi la création d'une commission chargée de faire des propositions sur l'indemnisation des descendants des quelques 4 millions d'Africains emmenés de force aux États-Unis entre 1619 et 1865. Madame, Monsieur, nous ne saurons nous quitter sans un bref aperçu de ce qui constituera l'essentiel de votre magazine Asport 3 avec Assami Thiamtouré. C'est dans quelques instants et pour preuve, Assami est déjà bien installé. Bonjour Assami. Bonjour Cynthia. Bonjour tout le monde. Alors, avec votre permission, Assami, je vais dévoiler l'essentiel donc de votre magazine Asport 3. Je suis sûre qu'avec vos décodeurs, vous allez parler de la 32e journée du Face au foot. Il sera aussi question de l'Euro 2021, sans oublier le transfert de Franck Lassina Traoré. En fait, en résumé, on aura une soirée foot, n'est-ce pas, Assami? Exactement, Cynthia. Oui, vous l'avez si bien dit. La 32e du Face au foot, la 32e journée du Face au foot, il faut le dire, qui s'est jouée au cours de ce week-end. On aura à voir des matchs comme l'AS Sonabel qui a joué, en tout cas contre une équipe où l'AS Sonabel qui a gagné, qui reste en tête du championnat national. On parle là de la petite finale entre l'AS Fayeninga et l'ASFB. Ils se sont croisés en championnat. Donc dimanche, ils auront, en tout cas pour le compte de la finale de la Coupe du Faso, une finale entre ces deux équipes. Donc on en parlera également dans cette émission. L'Euro 2021, on a choisi quelques matchs pour vous. France-Allemagne, c'est un match résumé à suivre dans cette émission. Il y a Hongrie-Portugal également, qui a donné en tout cas beaucoup à revoir. Donc on en parlera dans cette émission. On terminera bien sûr, Cynthia, avec cette signature de Franck Lassina Traoré au Shakhtar Donetsk. Voilà, un club en tout cas qui est bien placé au niveau de l'Europe, où Franck Lassina évoluera cette année pour 5 ans. En tout cas, donc une signature avec 8 millions d'euros. C'est en tout cas du donné pour lui, puisqu'il quitte l'Ajax Amsterdam avec une belle saison, avec 13 buts marqués. Donc on en parlera avec les décodeurs, Cynthia. D'accord, voilà un avant-goût qui est bien appétissant. Merci beaucoup Assami, et puis très belle émission à vous et à vos invités décodeurs. Madame, Monsieur, je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour de nouvelles actualités. Bon début de week-end. Bonsoir.